Peut-être pour introduire la discussion, on serait en tout cas très, très intéressé de notre côté à connaître votre définition, en tout cas ce que vous entendez par robot. Qu'est-ce que c'est qu'un robot? Alors les jeunes, c'est quoi un robot? Pour le projet robot ou De manière générale. C'est un système qui peut venir en aide à toute activité humaine, que ce soit dans un domaine mécanique, dans un domaine électronique, dans n'importe quel domaine, quelque chose qui puisse venir apporter une aide automatique à l'activité humaine. Et justement, là, vous parlez d'automatique, d'automation. Il y a une différence entre un robot et un automate? Oui, techniquement, l'automate, c'est le cerveau. L'automate, c'est le cerveau. Le robot est constitué, entre autres, d'un cerveau qui peut être un automate ou des systèmes plus compacts, comme un micro-ordinateur, ce genre de trucs-là, ou Raspberry Pi, comme on entend parler. Et plus toute la partie capteur, actionneur, les bras. Et par rapport à tout ça, est-ce qu'on pourrait parler d'une... certes, il y a une évolution, mais est-ce qu'il y a des jalons, des moments clés, dans le sens où, au départ, on avait tel type d'automate, puis ensuite ça a évolué, et aujourd'hui, on arrive à quel niveau, enfin, qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus représentatif, voire le plus significatif dans le domaine? T'as une idée, Thierry? au niveau du... Donc on a introduit la robotique cette année, un petit cours de 15 heures au niveau du graduat. Et en fait, moi je leur parle de robot industriel. Donc le robot industriel, il a une définition. Dans l'ISO par exemple définit ce que c'est un robot industriel. Et je dirais que par exemple, on va dire un contrôleur, l'intelligence dont parlait Frédéric, un contrôleur, on a aussi un automate industriel, qui est une sorte de contrôleur comme il y en a tant d'autres. On parle de Raspberry, de PC, l'automate industriel, où là on est sur quelque chose de beaucoup plus restreint. Le robot industriel, c'est la même chose. Au niveau des robots, les robots, c'est quoi? C'est les robots ménagers, c'est les drones, ça peut avoir diverses formes. Le robot industriel, lui, il est beaucoup plus défini, un peu comme l'automate industriel. C'est un système reprogrammable, multi-axe. Il y a toute une définition comme ça pour dire ce que c'est un robot industriel. Donc moi, je focalise un petit peu là-dessus. Et en 15 heures, on n'a déjà pas le temps de faire le tour d'un robot industriel courant. Et aujourd'hui, il y a semble-t-il, une nouvelle génération de robots qu'on appelle cobots ou robots collaboratifs. C'est plutôt une tendance, j'imagine, qu'on observe un peu partout, et notamment dans l'industrie. Mais elle semble se répandre un peu partout. On a l'impression que la robotique devient un élément quasi du quotidien, quoi. On a une forme de... on a l'impression qu'on vit environné et comment dire ça... sans cesse en interaction avec des machines automatiques. Voilà. Oui, puis il y a une partie industrielle et une partie plus domestique, usage courant, monsieur là tout le monde. Là aussi, le cobot quand j'en ai entendu parler, c'était davantage dans le milieu industriel plutôt que véritablement dans la vie de monsieur et madame tout le monde, même si tout ce qui est les petits appareillages de domotique, etc., que l'on voit, je ne sais pas si ça peut s'appeler cobot ou pas. Maintenant, de plus en plus, je sais qu'ils essayent, je ne sais pas non plus si on peut vraiment appeler ça des robots, mais ils essaient de plus en plus de former par exemple des ambulanciers, de les former à intervenir sur des situations dangereuses, mais en collaboration avec des appareils des robots, quoi, plutôt des gens qui viennent, des robots qui leur viendraient en aide dans des situations dangereuses. Je sais que, je sais plus très bien, je peux peut-être chercher, mais je sais que ça existe, que des formations existent dans ce sens-là. Je me permets d'intervenir.
parce que je trouvais très intéressant ce que Fred disait par rapport aux cobots. En t'écoutant, Fred, j'avais l'impression que ce qui se profile et qui est relativement neuf, c'est que les robots vont maintenant faire vraiment partie de la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire, quand moi j'étais gamin, quand on parlait d'un ordinateur, c'était Star Trek, et les robots, c'était la littérature, quoi. Et maintenant, tout le monde a son ordinateur portable dans sa poche avec son téléphone, mais on a l'impression qu'on se dirige avec les cobots, donc avec les robots collaboratifs. Bon, pour le moment, ils sont dans le monde de l'industrie, mais ça veut dire, dans mon environnement professionnel, je vais avoir des collègues humains et des collègues robots, et que petit à petit, cette interaction humain-robot va migrer vers la vie domestique. Je vais avoir une femme de ménage robot, quoi. Oui, est-ce qu'on peut considérer le petit aspirateur automatique que l'on peut acheter chez soi, ou même la tondeuse automatique, comme étant des cobots? Je ne sais pas très bien, ça dépend de la définition, hein. On peut les baptiser cobots, ça ne me dérange pas du tout, hein, puisque quelque part on vit avec eux. Je veux dire, ils vivent chez nous, c'est un enfant supplémentaire dont il faut s'occuper. Parce qu'il a sa propre intelligence et il a ses propres défauts. Oui, je pense que ce qui est propre aux cobots, c'est pas simplement qu'ils interagissent dans ton environnement par l'intermédiaire de capteurs comme un aspirateur automatique là, qui va contre le mur ou les tondeuses automatiques, c'est qu'ils interagissent avec ton comportement de manière prédictive et intégrée. Donc ils viennent t'assister un peu comme le Mandai qui vient t'amener ton truc, mais il s'adapte à ton comportement, il a une force que tu n'as pas, mais il adapte sa force à celle que tu as, etc. Je pense que c'est surtout ça qui est neuf, hein, cette forme d'intelligence particulière qu'on peut... Enfin, je ne suis pas ingénieur, hein, je m'adresse aux... Moi je dirais qu'il commence déjà par ne pas être dangereux. Oui. Déjà qu'on puisse travailler ou agir avec ou à côté de lui, déjà qu'il n'y ait pas de danger. Au niveau de l'industrie, c'est ça. Un robot ou un cobot, le cobot peut travailler et toucher l'opérateur à certains moments, sans pour autant le blesser. Dans l'industrie, c'est comme ça. Un cobot ne sera pas grillagé, un robot sera forcément protégé, grillagé ou autre. Il n'y aura pas de contact, il n'y aura pas de partage des espaces. Que le cobot, c'est ça, la robotique collaborative en industrie, c'est partager les espaces entre robots et opérateurs pour travailler ensemble ou non. Déjà. Oui, mais enfin, oui. Les experts, c'est vous, hein, mais moi, je trouve ça facile. Enfin, du point de vue d'un spectateur extérieur, il y a quelque chose de fascinant là-dedans, parce qu'on se dit, la question de la sécurité qui est centrale, parce que quand on dit sécurité, c'est la vie ou l'intégrité physique d'un être humain, c'est la vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire, est confiée à de la programmation et une intelligence artificielle. Il y a quelque chose en matière de déresponsabilisation qui est à la fois fascinant, et en même temps on se dit, ça veut dire que potentiellement ils sont dangereux, qu'on a mis quelque chose dans la programmation pour qu'ils ne le soient pas, et que ce quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas dangereux, c'est pas nous qui allons décider, que c'est un algorithme qui va décider. C'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si je suis clair, je suis probablement pas clair. Mais... Il y a effectivement l'aspect programmation, mais il y a aussi c'est quand même lié. Hein. Mais les fonctionnalités du robot sont conçues de telle manière à être le moins invasif possible, ne pas toucher, ne pas faire du mal aux collaborateurs, qu'ils soient humains ou même autres robots d'ailleurs. La sécurité repose sur des aspects de conception mécanique, mais aussi de programmation. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle. C'est ça que je veux dire. Mais derrière en fait l'interaction, il y a toujours en fait une arborescence de décision que le robot est capable peut-être de lui-même de prendre, ou qu'on lui ordonne finalement d'exécuter. Une des questions, c'est de voir qui finalement décide de l'étendue en fait du pouvoir entre guillemets soit de mobilité ou de prise de décision qu'un robot peut avoir. Est-ce que c'est un programmeur seul? Est-ce qu'il y a une réflexion en amont qui est peut-être plus large ou plus établie, ou c'est uniquement lié à des contraintes de production, des contraintes de vitesse, des contraintes de fiabilité ou des contraintes qui sont uniquement dans le sens où si à un moment donné un robot exécute davantage de tâches,
c'est la prise d'initiative de l'opérateur ou c'est sa responsabilité à lui qui soit rognée ou qui est ici entre guillemets remise en question, quoi. Donc comment se fait ce partage en fait? Qui décide à un moment donné que cette tâche-là ou cette compétence-là, on va la déléguer Ouais, on va la déléguer. Et donc, dans un sens, on va juger qu'elle est plus fiable de la décerner ou de la dédier à un système automatique ou à un cerveau commande, quoi. Je crois qu'il faut aussi voir que la question du danger, c'est le danger de toutes les machines, y compris ceux qui ne sont pas les robots. Donc, quand on a quelque chose, une machine pour trancher les tranches de pain ou des tranches de viande, l'opérateur doit assurer sa propre sécurité parce que la machine est dangereuse. Dans ce sens-là, le robot, lui, peut, contrairement à la trancheuse, être programmé pour essayer de minimiser les dangers. Maintenant, il en restera toujours. C'est sûr que si tout dépend de ce qu'on demande de faire au robot. Hein. Si on lui demande de fermer ses enveloppes, il ne va pas être très très dangereux. Si on lui demande de commencer à nettoyer la maison de fond en comble, c'est vrai que on pourra trouver des mécanismes de sécurité, mais le danger potentiel est plus grand eu égard à la tâche qu'il remplit. Hein. Et donc, mais donc il faudra toujours que l'opérateur ou la personne qui est à côté du robot fasse attention, comme il faut faire attention avec les autres machines ou même avec les autres personnes. Hein. Je passe une porte, je dois faire attention qu'il n'y a personne qui veut entrer dans l'autre sens et qu'on ne se cogne pas en entrant. Hein. Parce qu'il y a cette dimension-là, mais des études montrent par exemple que lorsqu'on est immergé dans un environnement qui est pris en charge largement par des automatismes ou bien par la robotique, on est de moins en moins apte, le moment où effectivement ces dispositifs sont défaillants, ce qui peut arriver, à reconnaître finalement les défaillances et à pouvoir agir en conséquence de façon responsable et de façon sûre. Donc il y a le danger immédiat effectivement de la coupure ou d'un coup. Voilà, ou d'un coup, et il y a sur le plus long terme la perte des compétences qui sont beaucoup plus globales ici de l'opérateur. Et là, on parle du contexte industriel, mais on pourrait le replacer dans le contexte quotidien, comme conduire une voiture ou des compétences à la conduite, etc., qui font que y a un vrai débat sur justement qui décide des compétences qu'on veut voir finalement se déprécier et voire oublier, puisque certaines compétences vont sur le long terme être remplacées totalement et donc forcément oubliées par les opérateurs, et celles qu'il est nécessaire de garder. Alors, il y a des compétences aussi sur le plan de la prise de décision, et là je reviens à ma question d'avant, y a-t-il vraiment des organes qui réfléchissent à ça? Ou c'est pas simplement lié à l'innovation, l'envie de changer, les demandes de marché, quoi, en fait. Bêtement des aspects économiques qui se disent ah tiens, un aspirateur, monsieur et madame vont pouvoir gagner un peu de temps, ils vont aller consommer ailleurs. Et donc l'aspirateur est une tâche déléguée à un robot qui rase les murs. C'est une question qu'en tout cas dans le champ de la philosophie on pose, parce qu'au-delà de la délégation, il y a ce qu'on appelle la prescription. Prescription, c'est-à-dire que dans toute innovation technologique, il y a la prise en compte de l'utilisateur, comme un lecteur en quelque sorte par rapport à un texte. On envisage toujours celui à qui on adresse le texte avant de l'écrire. Donc ça va modifier notre manière de l'écrire, la façon et les idées qu'on veut mobiliser. Et donc puisqu'il y a toujours une prescription, il y a toujours un utilisateur qui est inscrit dans la machine, se pose la question de savoir à quel niveau de réflexion on a placé cet utilisateur. Est-ce qu'on l'a envisagé seulement comme acteur économique, celui qui veut le produit le moins cher et le plus fiable, ou est-ce qu'on a élargi le panel de la réflexion pour se dire tiens, entre aussi là-dedans des questions de discrimination, d'accès à la technologie, par exemple à la limite même des questions d'esthétique, quoi. On pourrait faire aussi plutôt que de faire seulement moins cher et plus fiable, beau et avec une plus-value aussi sur le plan environnemental, etc., quoi. Et la question que je me pose, alors peut-être que c'est Thierry, dans le monde industriel, est-ce que
on a affaire malgré tout à ce type de réflexion, ou est-ce qu'on est vraiment concentré essentiellement sur les marges financières, sur la productivité, sur le gain, sur des gains économiques? Les pertes de compétences, de nouveau, c'est lié à toutes les machines et au progrès. C'est une vraie question. Et c'est de dire qui, dans toutes les personnes qui utilisent une machine à lessiver, est capable de refaire la lessive à la main. Probablement beaucoup encore. Par contre, tu aurais de gros problèmes de fourniture d'électricité pendant longtemps. Qui serait capable d'encore manger de la viande, mais enfin, c'est peut-être pas nécessaire absolument, qui est capable, à partir de la bête qu'il a en face d'elle, de faire ce que les gens faisaient à la préhistoire, de se nourrir en étant confronté à la bête. Là, je ne suis pas capable. Et donc, on va dire, et ça, mais je pense que la question des robots, elle est peut-être qu'il y a le fait qu'ils bougent, qu'ils peuvent interagir, qui fait qu'elle rebondit encore différemment parce qu'ils deviennent plus semblables à nous. Mais fondamentalement, ça reste des machines, sauf que il y avait d'abord la machine qui est le prolongement simplement de la main, et puis il y a la machine où il ne suffit pas de prolonger, c'est pas le marteau qui permet de mieux cibler ce que fait la main, donc la machine est le prolongement de la main. Il y a la machine à qui on commence à déléguer des choses, la machine à laver qui est statique, mais on pousse seulement sur le bouton et elle travaille. Le robot, c'est vrai que comme il bouge, comme il réagit, comme il a une plus grande intelligence, entre guillemets, avec ses processeurs, etc., il nous fait plus penser à un autre humain et donc à nos relations qu'on a entre humains, mais ça reste une machine. Et je crois qu'il faut rester vigilant, quand on a une machine, de rester, si possible, le chef de la machine. Comme quand on a l'ordinateur, c'est nous qui devons rester le maître de l'ordinateur et pas le contraire. Et on a toujours la possibilité d'ôter la prise. Enfin, on l'a plus ou moins, mais parfois on se prive de quelque chose en le faisant. Parce qu'il y a un fantasme, alors ça je ne sais pas si c'est vrai. On serait au point aujourd'hui où des robots dotés d'une intelligence artificielle sont capables, entre guillemets, de communiquer entre eux de telle façon, ou en tout cas d'une manière qui rend très difficile le contrôle et évidemment la gestion finalement de ces... Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment ou c'est du fantasme de journalisme? On parlait peut-être de l'histoire des deux robots qui ont communiqué pendant... Notamment, oui. Ouais. On avait... à ce niveau-là, en tout cas, on pouvait toujours débrancher la prise à ce moment-là, donc ça c'était encore une possibilité. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait, je pense, à un moment donné, ils ont laissé... ils n'ont plus publié pour éviter de nourrir la polémique, mais à ce niveau-là, c'était plus une expérience, à mon avis, sociale, mais pas... C'est un vase clos, quoi. Oui, voilà. C'était quelque chose de... Plutôt quelque chose, une curiosité, plus qu'autre chose, plus qu'un vrai développement informatique qui avait un but précis de développer une intelligence en particulier. J'ai l'impression qu'il y a un peu du fantasme parce que malgré tout, le robot a toujours dû être programmé par un humain. Donc l'humain le programme, alors il profite sur le fait que la machine fait plus vite des tas d'opérations. Donc si tu parviens, par exemple, quand on dit ben voilà, le robot devient intelligent parce qu'il a battu un champion d'échecs. Bon. Mais en fait, ce qu'on a simplement fait, c'est réussir à dire chaque fois que quelqu'un joue aux échecs, ben on essaye de faire une arborescence de qu'est-ce qu'il fait, à quoi il pense. Et on réduit ça en opérations faisables de manière binaire. Et puis, l'avantage qu'a le robot sur l'humain, c'est que comme il calcule beaucoup plus vite, il peut
il peut prendre plusieurs scénarios et puis choisir le bon scénario. Mais en soi, la programmation, ce n'est que un algorithme relativement simple, mais qu'on fait tourner de nombreuses fois, alors que le cerveau humain, il fait les choses d'abord sans les avoir nécessairement programmées de manière aussi simple, et puis parce que ça prend simplement beaucoup de temps. Ça lui prend plus de temps de faire les calculs. Mais ça reste quand même uniquement une programmation. Maintenant qu'un programmeur, où on risque évidemment... Tu dois rajouter l'intelligence artificielle qui est cachée derrière cette expérience, où en fait, tu as le robot, on va dire l'aspect un peu mécanique de la chose, les tâches un peu systématiques que tu décris, et puis maintenant le véritable potentiel qui existe actuellement, c'est cette intelligence artificielle qui décuple littéralement le cerveau. Pas forcément la tâche réalisée, mais les possibilités en matière de décision. Et là, il y a des grandes questions. Là, je crois que c'est une question. Là, il y a des grandes questions parce que dans le monde industriel, les tâches peuvent être finalement assez cloisonnées et finalement, l'intelligence artificielle ne sera peut-être pas spécialement utile. Je ne sais pas, Thierry, tu as déjà... Si ce genre de choses se retrouvent là-dedans, dans le monde industriel oui, en industrie, le robot industriel, ça fait 50 ans qu'il existe. Et il est de plus en plus intelligent. Mais intelligent dans le sens où sa tâche est... Est-ce que techniquement, c'est mécaniquement que sa tâche devient plus compliquée, ou est-ce qu'il choisit... C'est au niveau des décisions et de l'adaptabilité qu'on lui demande. J'aurais deux questions à poser, parce que moi je joue le rôle de l'homme de la rue, hein, et il y a quand même une grosse angoisse qu'on sent bien dans la population, un peu paradoxale, qui est, est-ce que les robots vont me voler mon emploi? Je veux dire, si on a des robots industriels, on peut imaginer une usine fonctionnant avec extrêmement peu de personnel, et donc c'est une menace pour l'emploi, et en tout cas ça peut être perçu comme ça, on peut imaginer que les emplois se retrouvent ailleurs dans la gestion, etc. Mais c'est une menace pour l'emploi, et c'est une menace pour la liberté dans la tête des gens aussi, parce que ces robots, ils vont prendre notre emploi, mais eux en plus, ils ne payent pas d'impôts. Alors imaginez qu'on est dans la société, par exemple, qu'on réinstaure l'esclavage. On dit que les immigrés peuvent venir, ils vont travailler, on ne les paye pas et ils ne payent pas d'impôts. Comment est-ce que ce serait perçu par la société? Je pense qu'on aurait des gilets jaunes dans tous les coins. Et du point de vue de l'usager, il y a cette angoisse-là de dire, tiens, on est en train de fabriquer de la main-d'œuvre hyper productive, bon marché, et qui ne payera pas d'impôts, et qui en plus n'a pas de personnalité juridique. Donc si jamais il y a un accident, si jamais ils sont responsables de qui est responsable, etc. Il y a tout ce type-là d'angoisse qui sont présents, quoi. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Ça, j'aurais bien. Mais je voudrais quand même revenir un peu en arrière pour revenir sur l'emploi qu'on va se garder et l'emploi qu'on va partager avec les robots. Si on revient sur pour moi le volet de la sécurité, par exemple. Il y a des robots, typiquement, le robot ambulancier, il y a aussi des robots démineurs, il y a des robots, et surtout des robots maintenant de plus en plus adaptatifs, robots ou cobots, peu importe, c'est pas lié vraiment au fait qu'ils soient collaboratifs ou non, mais c'est le fait qu'un robot va aller exécuter une tâche risquée. Donc là, typiquement, on va risquer sa vie de robot, ou une tâche pénible, un robot qui va répéter un mouvement à la sortie d'un four, en se contorsionnant dans tous les sens, va peut-être éviter à un ouvrier d'avoir à 60 ans le dos complètement cassé. Donc, déjà, donc pour moi le risque, c'est vrai qu'il y a cette notion de sécurité, mais à côté de ça, on peut faire plein de tâches risquées et pénibles aux robots. Tchernobyl, quoi. Quand il faut nettoyer Tchernobyl, je préfère envoyer des robots que des... Donc voilà, je crois que c'est vrai que derrière, il y a des statistiques qui vont revenir sur le fait de... Voilà. Maintenant, il y a des tâches que font les robots, on n'est plus habitué à les faire, ça devient dangereux de les faire parce que ça devient exceptionnel, on n'est plus entraîné, ok. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a beaucoup de vie, de pénibilité, etc., qui peuvent être aussi prises par les robots. Alors là, on en revient au travail. Quel travail est-ce qu'on veut garder et quel travail est-ce qu'on veut donner aux robots? Moi, je pense que la réflexion sur les esclaves est intéressante. Moi, je dirais,
les robots, ça permet de remettre l'esclavage, mais sans problème. Il n'y a pas de droit du robot. Il n'y a pas de dignité intrinsèque du robot comme il y a une dignité intrinsèque de l'être humain. Donc, toute la question, et c'est là que peut-être les taxations doivent jouer, c'est que moi je dirais très bien si les robots prennent le travail des gens. Mais si vous voulez que ce qu'ils produisent soit acheté, il faut que les gens deviennent tous des maîtres. Et que donc, grâce à des taxes peut-être sur les robots, on donne aux gens qui perdent leur emploi. Parce qu'en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils perdent? Qu'est-ce qu'ils craignent de perdre? Leur emploi ou le salaire que leur procure leur emploi? Mais si je leur donne le salaire sans qu'ils doivent travailler, je ne suis pas sûr qu'ils seront contre. Et si je ne le donne pas... Ils en voudront plus parce qu'ils l'auront dépensé en moins de jours qu'ils ne le font. Ils auront plus de temps pour le dépenser. C'est ça. Que les robots payent des impôts. Oui, alors il faudrait sans doute ça. Et donc le robot doit avoir une rémunération alors pour son travail, s'il paye des impôts. Mais non, oui, mais non, que le propriétaire du robot... Donc c'est là qu'effectivement il faut pousser la réflexion de fait un peu plus loin. Imaginez un autre mode, mais voir peut-être comment ça fonctionnait dans l'esclavage. Maintenant, il restera que... alors, il se pose la question de la dignité du travail. Effectivement, est-ce qu'on travaille uniquement pour gagner sa vie? Non. Le travail me permet de m'affirmer, le travail me permet d'entrer en relation avec les autres. Donc, il faut que toutes ces fonctions que remplit le travail, si les robots font les travaux, en tout cas pénibles, mais peut-être d'autres, il faut qu'on trouve une autre manière de s'affirmer, d'avoir une reconnaissance sociale, etc. Donc, ça demande effectivement de réfléchir sur qu'est-ce qui est positif dans le travail, et si le robot peut nous débarrasser de ce qui est négatif, tant mieux s'il peut le faire, mais c'est vrai que ça pose effectivement de grandes questions. Maintenant, je pense qu'il y a un travail qui peut rester, c'est quand les gens font quelque chose qu'ils aiment bien, ou qui leur fait du bien. Si quelqu'un dit, ben voilà, un robot peut tondre mon gazon, mais l'exemple est peut-être mal pris, mais j'en ai pas d'autres. Il y a peut-être des gens qui trouvent que c'est fantastiquement un exercice fantastique, ils aiment bien de tondre leur gazon parce qu'en même temps ils voient la nature, etc. Il faut peut-être prendre un autre exemple. Oh, il est pas mal celui-là. Pardon? Non, moi j'ai pas ça. Et donc voilà. Et donc je dirais, alors la personne fait le choix de dire, je continue à tondre mon gazon moi-même parce que c'est un bon hobby, c'est une occupation que j'aime bien. Je le fais parce que j'aime bien, mais les occupations que je fais de manière contrainte, je les confie à des robots. En fait, il y a dans la question, pour éviter les deux scénarios catastrophistes disant voilà, l'avenir sera tellement noir parce que tout sera pris par les machines de manière incontrôlable, pour éviter non plus d'être fasciné par le pouvoir, peut-être des machines, il y a cette distinction qu'on fait aussi en sociologie, et notamment en sociologie du travail, entre les conditions du travail et les conditions du travailleur. Donc les conditions du travail, c'est le cadre dans lequel l'emploi, et encore là on parle d'emploi, c'est-à-dire de quelque chose qui est bien circonscrit à une logique marchande, de salaire, etc., dans le cadre d'une entreprise. On ne parle pas non plus du travail, ce qu'on peut produire en dehors de ces cadres-là, comme tondre sa pelouse pour sa famille ou pour rendre service à des amis. Et donc dans ce cadre-là, les conditions du travail, effectivement, pourraient être prises en main dans ce que tu disais, au niveau sécurité, au niveau fiabilité, au niveau pénibilité par les machines, sans qu'on ait encore un vrai débat sur ce qui fait la condition du travailleur, c'est-à-dire ce qui rend son travail épanouissant pour soi et pour les autres, et qui lui fait sens. Et là, on y voit, je vois très bien à titre personnel, une collaboration avec les machines pour nous rendre justement, pendant le domaine de la culture, je suis très content qu'il y ait des algorithmes qui prennent en charge la visibilité de mes pages web en fonction de mes intérêts, et que j'ai des raccourcis comme ça qui me permettent d'avoir l'information, la bonne information au bon moment pour pouvoir davantage assouvir ma curiosité et des choses comme ça. Donc en soi, déléguer une tâche de façon automatique comme celle-là, ça peut être une plus-value par rapport à ce qui est pour moi important et ce qui me permet de m'épanouir, quoi.
donc dans le travail, c'est à peu près le même débat, quoi. Donc je suis beaucoup moins pessimiste et beaucoup moins sceptique par rapport à cette notion de digitalisation des emplois, etc. Mais pour peu qu'on ait fait cette réflexion de savoir effectivement qu'est-ce qu'on trouve épanouissant dans le travail et qu'on veut garder comme étant une marque d'humanité ou voilà, effectivement. Tout revient à la question du choix finalement, de savoir si on choisit de poursuivre, enfin, de robotiser, d'automatiser entièrement une activité, ou si des personnes souhaitent malgré tout poursuivre y garder un côté humain et en gros, est-ce que la résistance à l'automation ou à la robotisation est forcément une réaction, je veux dire, puérile et nostalgique, quoi. Est-ce que toute tentative de dire non à une robotisation effrénée ou complète viendrait forcément d'obscurantistes qui voudraient simplement retarder la marche forcée du progrès, quoi. D'autant plus que si on regarde dans l'histoire, on s'aperçoit que les premières usines à être automatisées eh bien, l'ont été pour des raisons, on pense au départ économiques et pour des performances de productivité, mais souvent ça a été pour des raisons de contrôle social, c'est-à-dire ça permettait effectivement d'avoir de casser un peu les solidarités au niveau des travailleurs, de faire en sorte que finalement on ait plus d'indépendance par rapport aux ressources, notamment naturelles, etc. Et ça c'était davantage effectivement des arguments d'ordre financier, on va dire, que de gestion responsable, quoi, de l'entreprise. Donc c'est ça qui me fait peur aussi, c'est ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans la même logique, finalement on laisse de laisser faire, et que ce qui anime finalement les volontés de robotiser ou d'automatiser nos environnements ne soit laissé qu'à une marge infime de notre collectif qui s'en sert à des buts de lucre ou de, je vais dire, de logique un peu individualiste et égoïste. Parfois, il y a un progrès technique et il y a des conséquences inattendues. Et quand on a lancé les chemins de fer, c'était une catastrophe pour le métier de cocher. Donc, mais des cochers, il n'y en avait pas tellement. Les diligences entre Liège et Bruxelles ou entre Mons et Bruxelles, il n'y en avait pas tellement. On a dit, mais on va supprimer les cochers en faisant le chemin de fer. D'accord. Mais on a fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de déplacements. Donc même en prenant les conducteurs de locomotives qui transportent pendant une heure beaucoup plus de gens qu'un cocher, il y a encore beaucoup plus de conducteurs de locomotives, plus tous les emplois annexes. Le garde du train, les ingénieurs qui travaillent à la voie, les gens qui vendent les billets, maintenant ils sont nouveau remplacés par des automates. Mais donc, on va dire, c'est un progrès qu'il y a finalement. C'est vrai qu'on a supprimé, on pouvait voir en 1829, quand on disait ça va être inauguré dans 2-3 ans, on pouvait voir le nombre d'emplois qui allait disparaître, mais on n'entrevoyait pas le nombre d'emplois qui allaient être créés. Ici, peut-être que ce n'est pas des emplois qu'on crée, mais des possibilités de consommer autrement. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie à déployer, mais je trouve que ce serait dommage de déployer son énergie en disant non, comment est-ce qu'on va dire non au robot, mais de dire comment faire en sorte que, effectivement, ça permette plus de justice, ça permette plus de bien-être pour les gens. Qu'est-ce que c'est le bien-être pour les gens? Que les aspects épanouissants du travail, si le travail se pense autrement, se continue à être vécu, à se trouver. Donc, et les questions que Frédéric évoquait, mais voilà, toutes ces questions, à mon avis, demandent de l'énergie. Donc, mais ce serait dommage, je pense, de vouloir lutter contre le moulin à vent et de dire non, on va freiner nécessairement, mais dire si on le développe, et comment en faire que ce développement soit positif pour l'humanité. Non, il y a déjà la crainte du robot est de plusieurs natures. Si on prend par exemple l'ouvrier qui a des tâches simples et répétitives et qui craint pour son emploi, qui peut être facilement remplacé par un robot, il faut voir aussi par exemple que le coût d'un robot ici
est le même quasiment que le coût d'un robot en Chine ou ailleurs. On a des projets où on installe des robots et on fait de la relocalisation de production ici en Belgique. Actuellement, dans les années qui viennent de passer, on relocalise des productions parce qu'elles sont robotisées et qu'il n'y a plus d'intérêt à les mettre à l'étranger. Donc cette crête-là, pour moi, elle peut être quand même déjà bien décousue. Mais en écoutant la conversation ici et en t'écoutant toi, quelque part, ça me rassure un peu. C'est-à-dire que j'imagine que sur la question des robots, comme sur tout le reste, le marché va jouer. C'est-à-dire que la technologie va se développer aussi longtemps qu'il reste des consommateurs finaux pour acheter les produits qui ont été produits. Enfin, on ne peut pas détricoter le marché. Ça n'a aucun sens de dire on va prendre l'entièreté de l'emploi disponible et puis pour produire plus et puis qui achètent le produit. Donc on peut imaginer, par contre, c'est le phasage qui est dangereux. C'est-à-dire qu'il va falloir un temps d'adaptation de la société, de nouveaux métiers qui vont se créer, etc. Et la réflexion que Laurent avait, qui était de dire, eh bien, peut-être que ça va recentrer la société sur les tâches humaines. Les gens vont pouvoir se consacrer à la théologie, à la philosophie, faire l'amour, prendre des loisirs, écrire, etc. Et les robots font travailler à leur place. Mais il faut quand même un circuit économique et des gens qui achètent. C'est un peu ça qui... Enfin, en un sens, c'est relativement rassurant. Je ne sais pas ce que Thierry en pense. Ah, moi, je pense que c'est rassurant. Je pense, à nouveau, il faut relativiser le robot. Hein. Où s'inscrit le robot entre les machines automatiques, l'intelligence artificielle, etc. Celui qui arrivera à dire, avant de dire on va taxer les robots, celui qui arrivera à définir ce que c'est un robot et qui on peut taxer, je ne vois pas pourquoi on taxerait plus un robot maintenant alors qu'il était identique il y a 50 ans d'ici, à peu de choses près. Par contre, son intelligence a changé, mais sa forme, le robot, est le même. Il y avait jusqu'à il y a peu une taxe sur les machines. Hein. Elle a été supprimée par le gouvernement Michel, mais ça existait. Et voilà, on remet une taxe sur les robots qui est une forme de machine. Donc. Il y avait une autre réflexion qui me venait, et puis après je voudrais quand même bien écouter les jeunes, moi, parce que c'est toujours les vieux papis qui parlent ici. Quand tout à l'heure Fred parlait de l'interaction entre l'intelligence artificielle et les robots, pour autant que je sache, l'intelligence artificielle a fait des progrès énormes ces dernières années, notamment parce que ce sont des intelligences qui apprennent par elles-mêmes et qui accèdent à de l'information et font du traitement statistique de cette information et créent leurs propres algorithmes de traitement. Et donc elles s'adaptent et produisent des résultats qui sont très très difficilement vérifiables par un individu, parce que la quantité d'informations brassées et de traitement statistique qui est fait est gigantesque. Vous me corrigez si je dis des bêtises, c'est vous les experts. Hein, mais c'est mon côté businessman je dis, mais il y a un nouveau marché là extraordinaire qui se développe, c'est le marché de l'information. C'est-à-dire que l'information va avoir une valeur énorme, puisque c'est ça qui va être... Là déjà. C'est déjà ça. Elle avait... Depuis l'IoT. Et les gars, je vous sens tous tout à coup devenir très très motivés. Est-ce que quelqu'un veut... Est-ce que les jeunes veulent me parler du marché de l'information? Je vais introduire, tu continues alors. On va essayer de faire ça alors. Moi, quand vous parlez du marché de l'information, moi je pense tout de suite à IoT. C'est l'Internet des objets, c'est tout ce qui est l'information obtenue sur les machines, justement, sur les capteurs, qui viennent capter des données, des informations sur l'environnement, sur la manière dont se passe un événement. Et toutes ces informations-là génèrent de la valeur finalement pour des entreprises qui ont besoin d'améliorer leurs process, qui ont besoin d'améliorer... qui ont besoin de toutes ces informations-là pour pouvoir proposer un meilleur produit, proposer un meilleur service. Et accrocher, en venant, des entreprises et des marchés se créent grâce à cette opportunité-là de l'information et des entreprises qui permettent de traiter cette quantité phénoménale d'informations. Et je ne sais pas comment... Est-ce que quelqu'un peut essayer de reformuler de manière plus claire? Un peu de mal. Mais oui, l'Internet des objets, quand même,
jeune comme concept. Et effectivement, c'est donc une idée qui consiste à placer des capteurs et des actionneurs petits, partout, beaucoup, mais qui traitent très peu d'informations intrinsèquement parlant. Donc, si on veut éteindre une lumière, il y a juste une information qui lui dit allume-toi, éteins-toi. Donc, en termes de quantité d'informations binaires, puisque on parle de 0 et de 1, finalement c'est un 0 à 1, donc c'est rien du tout. Quand on imagine qu'une vidéo peut faire des gigaoctets de données, donc ça montre la différence que une source d'information a comme information. L'Internet des objets, évidemment, un capteur tout seul n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'en avoir plein, d'avoir des sites, des villes intelligentes, d'avoir des industries intelligentes. Donc il faut placer des capteurs partout. Mais alors un petit peu fois beaucoup, ça fait beaucoup de données, évidemment. Donc on arrive facilement aussi au giga, voire même bien davantage en termes de quantité de données. Et donc toutes ces informations-là, c'est plein de capteurs et il faut pouvoir les traiter. Alors, est-ce qu'il faut placer un être humain face à un écran avec tous ces petits graphiques qui évoluent au cours du temps et de prendre des décisions? On peut, ça dépend de la tâche que l'on souhaite faire, mais il est vrai que là, les algorithmes et les sociétés qui travaillent et qui traitent ce genre d'informations-là sont plus que bienvenus. Et puis ça amène de nouveaux objectifs. Donc, dans le cas d'une industrie qui souhaite développer des nouveaux services, donc je suis un industriel, je m'occupe de fournir des matériaux à d'autres clients, je suis peut-être intéressé par savoir comment ça fonctionne déjà chez moi pour renouveler le stock, pour être sûr et certain que je puisse m'approvisionner et approvisionner aussi mes clients. C'est de l'optimisation de process. Et sur base d'informations récoltées continuellement. Donc on s'adapte continuellement j'ai envie de dire, à tous les phénomènes de la vie, quoi. Oui, c'est l'idée des flux tendus, essayer d'avoir moins de stock. Je trouve que là, il y a un message profondément ambivalent, parce que d'un côté, c'est extrêmement positif, et moi, je me sens très enthousiasmé de voir ce data mining, cette exploitation des données de masse, dans le but, effectivement, de permettre, par exemple, des économies en matière de ressources, sur la question du développement durable, par exemple, de pouvoir, plutôt que de dépenser des milliards en marketing et en publicité, garder cet argent effectivement pour développer des produits de meilleure qualité ou des produits plus intelligents, et donc de s'adapter aussi à la flexibilité du marché, à être plus personnalisé, personnalisable dans son offre. Et donc il y a un respect alors de l'individu et de ce qu'il souhaite en tant que client ou en tant que consommateur. Donc ça, c'est la partie plutôt très positive. Puis en même temps, on sait que justement cette exploitation des données, comme tu le dis très bien, elle ne se fait pas au niveau des objets, puisque ce sont simplement des conteneurs de data. Elle se fait à un niveau qui est au niveau des grands groupes qu'on connaît, les GAFA et autres. Et jusqu'à présent, ils ne nous ont pas démontré que l'usage de ces informations pouvait servir à autre chose que à doper encore davantage notre désir de consommation. Et en fait, c'est ça qui me titille un petit peu, c'est que quelque part, d'un côté, on a un discours d'économie, de ménagement, quelque chose de très finalement très responsable, et de l'autre côté, ce que en tant que consommateur ça nous incite à faire, d'avoir des outils plus intelligents, des maisons plus intelligentes ou des voitures plus intelligentes, c'est en consommer davantage, ou c'est d'en avoir plus, ou donc quelque part il y a là une incohérence qui est assez à mon sens frappante, quoi. C'est de la responsabilité de l'être humain de choisir une voie ou l'autre, ou être un peu des deux. Regarde notre ami Google, qui est c'est pas le seul qu'on peut citer. On peut parler de Facebook aussi, qui a fait un méga scandale. C'est ça. C'est bien beau de récolter des données et puis de pouvoir te fournir des informations, mais ça veut dire qu'ils savent plein de trucs sur toi et sur chacun d'entre nous. Oui, c'est ce consentement, donc c'est le prix à payer pour avoir des objets intelligents qui est sur le plan éthique. Et là où ça a fait extrêmement mal, c'est le fait que des personnes qui détenaient cette information-là, ça se retrouvait ailleurs, et puis d'autres personnes l'ont exploité
à d'autres fins qui étaient pas celles attendues, quoi. Mais je pense Ça, aussi que... C'est ce que je disais. Donc Et les ça, data, c'est c'est pas- une chose, mais l'information au sens... la L'information communication, en tant c'est que autre telle. chose. C'est porteur d'un sens. Et le sens, on l'obtient et je vais dire, on l'élabore en fonction des contextes. Et donc, quelque chose qui va servir dans un premier temps à développer une machine à lessiver plus performante va se voir utilisé de la même façon pour... non pas truquer une élection, mais éventuellement la... Ouais. Et c'est ça le problème du monde digital, hein. Enfin du monde digital assez virtuel comme toutes ces données qui se retrouvent dans le nuage, dans le cloud, on ne sait naître où, mais elles sont labellisées. Et l'avantage d'un robot industriel, on parle de sécurité, pour revenir un petit peu sur ce sujet-là, on parle de sécurité d'un robot industriel, on sait où il est, on sait ce qu'il fait, on sait quelles sont ses limites. Tandis qu'ici, avec toutes ces données digitales, elles peuvent voyager de mon disque dur au tien. Voyager, moi je voudrais dire deux choses là. D'abord, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais contre le vote électronique tel qu'il se faisait en Belgique. C'est parce qu'on ne sait pas comment est programmé le dépouillement. Il n'y a rien qui empêche, quand on dit, de dire si tu vois telle partie 4 fois, tu ajoutes une 5e. Si tu vois telle partie 3 fois, tu retires un. Ça, je ne sais pas voir. J'aurais préconisé, pour aller très vite tout en faisant, de dire quand on vote, il y a un ticket qui s'imprime, on met le ticket dans l'urne. Si personne ne conteste le vote, on ne regarde même pas les tickets. Mais si un parti conteste, alors on dit on va compter les tickets. Mais parce que maintenant on peut toujours frauder, de toute façon, mais c'est plus difficile de frauder à la main. Mais il y avait des gens qui mettaient une mine dans leur ongle et qui rendaient invalide le bulletin de vote au dépouillement. Bon, la fraude, ça peut toujours être possible. La deuxième chose, c'est je pense qu'il faut éduquer les gens en sachant, attention, sachez bien les conséquences de ce que vous faites. Si je sais très bien, ça tout le monde le sait, que si je me promène en rue à telle heure, tous les gens qui sont en rue à telle heure verront que j'y suis. Si je ne veux pas montrer que je suis en rue, je ne dois pas y aller. Maintenant, je dois savoir que quand j'utilise ma carte mobile et que je monte dans un bus, il y a la possibilité pour les gens de savoir que moi, ou en tout cas, ou bien celui qui m'aurait volé ma carte, était dans le bus à cette heure-là. Si je faisais quelque chose de très répréhensible, eh bien, par exemple, si je fais un DUP et je rentre chez moi, je vais plutôt rentrer à pied parce que je ne risque d'être vu que par les gens que je croise à pied qu'en bus, parce que là, effectivement, je risque d'être tracé plus facilement. Mais il faut en être conscient. Le problème, c'est quand les gens ne sont pas conscients. Et puis, il y a un humoriste qui expliquait, il y a des lois pour vous protéger la vie privée des données, et puis la plupart des gens, là, malheureusement les plus vulnérables par les lois, ils balancent toutes ces informations sur Facebook, où là effectivement elles sont accessibles à plus de gens. Et donc je pense qu'il y a effectivement une éducation à faire, de dire on est dans un contexte où attention, la loi essaye de protéger pour les données, mais il y a une éducation qui est nécessaire. Et donc ça veut dire aussi quand il y a la technologie, que ce soit en termes de data mining ou en termes de robots, il faut adapter aussi les aspects juridiques et ça doit introduire des questions de type philosophique aussi, même théologique, je crois aussi. Mais, en tout cas, ce que je me dis, c'est en matière de... Bon, on a une gigantesque quantité d'informations, mais personne évidemment n'est capable de la parcourir entièrement. Donc on n'y accède que parce qu'il y a un algorithme de recherche qui nous permet d'accéder et de cibler l'information pertinente pour nous. Mais cet algorithme de recherche, évidemment, il n'est pas neutre. Il a été choisi. Et c'est vrai que le marché devrait s'adapter à ça, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'audit des algorithmes alors qu'ils vont avoir un impact considérable sur la société. L'algorithme de Google... il sélectionne les informations qu'il va me donner. C'est Google qui décide quelles sont les informations les plus pertinentes pour moi et qu'est-ce qui met derrière cet algorithme. On n'a pas de visibilité, c'est pas audité, on ne sait pas si c'est... Donc ça, c'est vrai que c'est une question. Mais Thierry va croire que je m'acharne sur lui. Va croire que je m'acharne sur lui. Je me demandais, c'est un peu de la provocation peut-être, en écoutant la conversation, est-ce que les entreprises ne devraient pas avoir
plus peur de la robotique. Je m'explique. Je prends un exemple tout bête, qui ne vaut probablement que pour un seul aspect de la robotique. Et encore, c'est pas vraiment de la robotique, je parlais des imprimantes 3D. C'est-à-dire, avant ça coûtait très cher, maintenant c'est très accessible, et ça détruit le marché. C'est-à-dire que, pour peu que quelques personnes achètent une imprimante 3D, au lieu d'acheter les objets dans les magasins, ils vont télécharger le modèle sur un site internet gratuit, et puis ils laissent la photocopieuse 3D produire leur objet. Si vous voulez, ils ont une micro-usine dans leur salon. Et donc, ça engendre une certaine fragilité économique. Mais de manière un peu parallèle, est-ce que les nouvelles technologies, et en particulier le besoin qu'on a d'information et de support informatique, n'engendre pas une fragilité plus grande pour les entreprises? C'est-à-dire le jour où on ne vous donne plus accès à l'information, ou le jour où on parvient à pirater un programme, ou le jour où on parvient à rentrer dans une usine entièrement automatisée, il n'y a plus d'autre solution que d'enlever la prise, mais les coûts sont évidemment très importants. Ça engendre une fragilité nouvelle, j'ai l'impression. Ça, je pense, c'est le gros problème. Hein. Je ne sais pas s'il y a une réflexion. Dans le film Dans le film Home de Yann Arthur Bertrand, il explique, quand il montre les grandes statues de l'île de Pâques, il dit le mystère, c'est pas de savoir si c'était religieux ou pas religieux. Le mystère, c'est de se demander comment une société qui a été si prospère et si techniquement avancée était complètement réduite à zéro. Et, entre autres, je pense qu'une des réponses, c'est ils ont eu tellement de besoins énergétiques qu'ils ont brûlé tellement de bois qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes. Donc, c'était déjà une catastrophe environnementale provoquée par l'être humain. Hein. Mais c'est vrai que et c'est possible, s'il y a une grosse coupure d'électricité à Liège, et il ne faut pas bombarder les centrales. Il suffit de pilonner 2-3 pylônes bien choisis autour de Liège et nous n'avons plus d'électricité. Moi, j'habite au centre de Liège, je me suis demandé, et si il n'y a plus de pompe pour l'eau, où est-ce que je vais chercher l'eau? Sûrement pas dans la Meuse. Encore que si on a privé d'électricité ailleurs, l'eau sera peut-être un peu plus potable. Mais quand j'aurai trouvé la source, combien il y aura de gens devant moi et on va devoir revenir aux mains ou quoi? Donc, c'est vrai que le problème, c'est que notre société est un peu un géant, mais au pied d'argile. Il y a une fragilité dont il faut être conscient. Moi, je ne suis pas du tout sûr, je ne sais évidemment pas quand je vais mourir, mais qu'entre maintenant et ma mort, je ne verrai pas un blackout profond. Pas seulement même au niveau de la ville, peut-être au niveau du continent. Hein. Je ne peux pas garantir que entre maintenant et ma mort, j'aurai toujours de l'électricité. Parce que, étant dans le domaine, je sais que ça demande non seulement des matières premières, mais des compétences, etc., et que tout ça est automatisé, mais à un moment donné, il faut des gens. Mais le problème, c'est effectivement, et si les gens sont malveillants et qui veulent... Bon, là, effectivement, je pense qu'on doit réfléchir à ces questions et peut-être se dire, et avoir aussi parfois des plans B. Qu'est-ce qu'on fait par exemple, mais c'est un peu stupide parce que tout fonctionne. Moi, quand je mets des points, quand je corrige des travaux d'éthique de l'ingénieur, je n'imprime même pas le travail. Donc, je vais apparaître le travail à mon écran. Je mets les points dans un fichier Excel. Et puis, je vais... voilà. Et puis, je les mets sur Elmoller. Mais tout ça, c'est électricité. Eh bien, ce que je fais, c'est plus pour garder un bon principe, mais c'est pas très utile, je crois, c'est qu'en même temps, quand même, les points, qui sont ma contribution, je les recopie à la main. J'ai mis autant et autant pour tel aspect et tant pour tel aspect, en disant, si un jour, il y a le blackout complet de l'électricité, la feuille, je l'ai toujours. Maintenant, je vais aller la donner à un secrétariat qui, lui, n'ayant plus l'informatique, ne saura peut-être pas quoi en faire. Mais ça, c'est son problème à lui. Mais moi, je garde cette information en me disant, c'est gentil, mais on dépend. Hein. Alors, plus, mais maintenant, on peut se dire aussi, parce qu'on est déjà fragile,
Quand j'envoie un fichier attaché à des gens, je me dis ça c'est aussi une manière de sauver le fichier. Parce que du coup, il est envoyé à plusieurs autres personnes, donc il est accessible. Mais s'il y a un problème d'électricité, il sera pour tout le monde. Et on ne peut pas garantir. Alors, voilà, ça je crois que de nouveau, il ne faut pas avoir peur, mais il faut être conscient. C'est là qu'on doit avoir une certaine créativité pour essayer que ce qui s'est passé à l'île de Pâques ne nous arrive pas. Et c'est vrai pour d'autres choses. Quand on voit, je voyais maintenant, on sort un peu du sujet, mais on parle de l'immigration. Je voyais, c'est pas par hasard qu'ils montrent ça, une série sur les barbares et Roms. Et bien, à un moment donné, les Goths avaient voulu s'arranger avec les barbares, les Romains, en disant nous, on a peur de Attila et des Huns, on a envie de venir chez vous, mais est-ce qu'on peut être accueillis? Et l'empereur avait dit oui. Un imbécile de général les a persécutés, les a traités comme des prisonniers. Conclusion, au lieu d'entrer à l'intérieur de la forteresse, ils sont restés à l'extérieur et ils sont arrivés avec les Huns envahir Rome quelques années après. Qu'est-ce qu'on en retire comme... Moi, je pense que, même quand on a des réfugiés, par exemple, on les accueille ici en dose homéopathique par rapport à d'autres pays. Quand on en accueille, on s'en fait un assaillant de moins et un défenseur de plus. En plus, si on accueille, ben, on n'est plus dans une logique de défenseur et donc peut-être qu'il n'y aura pas d'assaillant tout court. Mais ça, il faut peut-être se poser des questions dans ces termes-là aussi. Et ce n'est pas toujours ce qu'on fait. Mais notre défi, c'est de former les générations suivantes à raisonner de cette façon-là. Parce que par rapport à la question, bon, ça a été posé à Thierry, mais donc la question de la dépendance totale par rapport à une technologie ou la vulnérabilité qu'elle peut induire parce qu'on est totalement sous sa coupe. Il y a une notion moi que j'aime beaucoup, alors je vais l'emprunter c'est un philosophe français qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy, il parle de catastrophisme éclairé. Peut-être que l'attitude à adopter par rapport à la technologie de manière générale par rapport à ces questions-là, c'est le catastrophisme éclairé, c'est-à-dire que en fait on connaît bien les solutions. Il en cite deux par exemple. Le premier c'est le pluralisme. Dès qu'il y a pluralité d'avis, là ce qu'il y a polémique au sens noble du terme, il y a des idées nouvelles qui émergent et donc il y a une discussion possible, il y a des solutions qui peuvent aboutir. Donc pluralisme, et puis l'autre élément aussi, c'est l'élément de relocalisation aussi et de capacitation. Le fait que plutôt que de créer des grands centres qui gèrent tout, c'est de donner l'occasion et les possibilités de manière locale et de manière beaucoup plus respectueuse des situations particulières, de pouvoir se mettre en capacité de faire quelque chose, quoi. Et ça contrevient à un bon nombre de logiques aujourd'hui où on essaye de faire plus grand parce que too big to fail, hein, comme on dit. Et de l'autre côté, moi j'ai une réflexion de philosophe aussi sur la notion de faillibilité et de fragilité, parce que c'est aussi une notion qui est induite par les technologies. On utilise les technologies pour ne plus être faillible et ne plus être fragile. Et donc reconnaître que la fragilité et la faillibilité ça a un sens, mais pas seulement comme un défaut, mais que c'est un des outils qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui, et que c'est justement parce qu'on avait une conscience profonde de notre fragilité et de notre faillibilité qu'on a développé des compétences d'innovation et de créativité. C'est peut-être quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier dans l'environnement technologique dans lequel aujourd'hui on vit, parce qu'on a l'impression qu'à tout problème, on aura une solution, alors au vieillissement, à la maladie, à la mort, à toute une série de choses qui nous empêchent finalement d'avoir une saine relation avec cette dimension du risque et de nos limites, quoi, en fait. Je me demande si il n'y a pas une réflexion à avoir à ce niveau-là. Mais je ne sais pas si tu as répondu à la question, parce que finalement non. Hein. Non, mais c'est des défaillances au niveau de robots, même une entreprise qui aurait une centaine de robots, des défaillances, etc. Ce serait peut-être dramatique pour l'entreprise. Alors, est-ce que ça aurait vraiment des impacts? On ne parle même pas de l'impact de l'eau à Liège, quoi.
C'était purement business. Voilà. Il y a une fragilité. Plus la technologie devient oui, évoluée, plus plus il y a un risque de faille. Non, c'est pas un risque pour l'humanité. Si on parle de robots, quelques robots dans une entreprise, quoi. Je pense que l'humanité est un risque pour elle-même, plus que les robots. Voilà, et c'était surtout cette dépendance à l'information. C'est-à-dire que c'est quand même relativement difficile à sécuriser. C'est une histoire de statistique d'arriver à avoir des systèmes fiables, des redondances, des plans B, etc. Donc ça, on met en place. Là où on voit qu'il y a un risque, on essaye de le diminuer. Maintenant, si on vient à un type de robot tout à fait particulier, qui est la voiture autonome, les risques, on les voit tout de suite. Mais oui, mais j'y pensais justement parce que en écoutant, parce que le sujet du MOOC de cette année, c'est les métiers d'avenir, quoi. Et je me disais finalement, une entreprise comme Citius, quand on lui demande de fabriquer un robot, c'est Citius, hein, oui. Quand on lui demande de fabriquer un robot, écoute, elle fait son job, hein, elle vient avec un problème, mais on voit bien dans les discussions qu'il y a eu ici autour de la table, qu'il y a des nouvelles questions qui se posent, et donc, que vous prenez des gens en considération avec les cobots, et qui sont des questions qui sont éthiques. C'est-à-dire, quand un cobot, la première chose que tu me dis, c'est la première exigence, c'est qu'il ne soit pas dangereux. On commence déjà à se poser des questions sur est-ce que ça va être. Mais quand tu me parles maintenant de la voiture autonome, les questions éthiques qui surgissent sont énormes, parce que la voiture, elle est. Je choisis quoi? J'écrase l'enfant, j'écrase la poussette, j'écrase la mère, ou bien j'écrase la voiture. On en revient au coût de leur vie estimé à des statistiques. Alors, c'est une manière d'aborder les choses. Enfin, ça pose plein. Mais ça veut dire que dans votre réflexion chez Citius, des questions éthiques vont commencer, qui ne sont plus des questions techniques, ce sont des nouvelles questions. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau métier qui apparaît là-dedans? Est-ce que vous n'allez pas bientôt engager Olivier? Tu vois, il va falloir implémenter dans les algorithmes des interrogations. Alors, soit tu dis statistiquement la majorité des gens choisiraient ça, ou bien tu prends une décision, tu te dis quelle est on va sauver la plus grande espérance de vie, ou quelque chose. Oui, mais alors si on a plus on découvre après coup qu'il avait le cancer, etc., etc. Ce sont des questions qui sont nouvelles dans le domaine dans le monde de l'entreprise. Data dans la voiture. Oui, mais tu peux dire que par ailleurs, la ça question... va se poser. Tu vois ce genre de truc. Quand on aura un avion, avec la reconnaissance faciale. J'ai l'impression que ce sont des nouvelles questions. Je me trompe. Je vais faire une réponse qui est trop pédante, hein, mais je dirais cette question, elle se pose déjà. Simplement, c'est le conducteur ou la conductrice qui doit y répondre. Des gens qui seraient un peu pédants, donc je vais pas prendre à mon compte, diraient il vaut mieux qu'une bonne fois pour toutes, des gens, même très savants, qu'on mette une série de philosophes qui réfléchissent comment le robot décide. On aura, au lieu d'avoir simplement le cerveau du conducteur et de la conductrice, avec parfois un taux d'alcool dans le sang, on aura des gens qui ont réfléchi et qui ont programmé la réponse qu'on va donner, on gagne en sécurité. Je pense aussi que si on programmait les voitures complètement automatiques, permettent de fluidiser le trafic. Parce qu'une des choses qui m'a frappé la première fois que j'ai roulé en vélo en rue, c'est en étant derrière des voitures, le temps qu'il y a entre le moment où le feu devient vert et le moment où la quatrième voiture démarre. Quand tout est automatisé, au moment où le feu devient vert, on peut, à la seconde près, et encore on prend de large sécurité en faisant à la seconde, faire démarrer toutes les voitures en même temps, puisqu'on est sûr que la voiture précédente démarre. Donc, c'est plus rationnel quand c'est automatisé. Maintenant, il faut faire attention que le système ne bug pas. Oui, mais Non, déjà, pour nous, les robots, ça ne change pas tellement au problème. Parce que les robots, c'est une forme de machine automatique, ou c'est intégré à des machines automatiques. Et ça, ce n'est pas nouveau. Et donc, en fait, Citius, nous, on ne vient pas démarcher les entreprises en disant il vous faut ceci, il vous faut ça, il vous faut ça. Non. Nous, on aide les entreprises. Donc, l'entreprise a une demande, a un besoin de développement, et on les aide à faire cette transformation numérique, on les aide à moderniser leur production. Donc, déjà, nos clients, oui, on va peut-être installer des robots, installer des machines, mais je dirais même la totalité, nos clients sont en phase de développement, en phase d'engager les personnes. On ne va jamais, ou je ne vois pas d'exemple, installer un robot alors que l'entreprise licencie quelqu'un.
Ça va plutôt en parallèle. C'est une entreprise qui se développe, une entreprise qui a trouvé le filon, qui a le vent en poupe, qui va installer des robots et engager les personnes, alors que les entreprises qui sont en train de décliner et qui sont en train de licencier n'ont pas en tête d'installer des robots. Elles n'ont pas les moyens. Donc déjà, c'est vrai que voilà, on est plutôt dans la mouvance aider les entreprises à résoudre leur transformation digitale. La question que je me posais, c'est à partir du moment où on a des robots qui prennent des décisions, est-ce qu'on va implémenter dans le programme du robot, s'il doit faire des choix, Oui, c'est ça. une interrogation face à un choix qui engage une dimension bien ou mal, comment est-ce qu'on fait? Alors, tu vas me dire, c'est pas la majorité des robots, mais il va y en avoir de plus en plus, je suppose. Tu vois, s'ils interagissent de plus en plus avec la vie de tous les jours, on est dans des questions de choix bien ou mal de plus en plus fréquentes aussi, non? Peut-être moins au sein de l'entreprise, je ne sais pas. Non, le robot a une autonomie, il doit faire des choix, il doit être capable de s'adapter à des pièces qui sont variables, de voir et d'adapter. C'est vraiment là qu'on est maintenant avec la robotique, je veux dire, dans l'industrie manufacturière. C'est des productions de plus en plus diversifiées, de plus en plus variées. Avoir son nom sur une canette de coca, tout ça, l'outil de production est de plus en plus flexible et capable de s'adapter à la demande, à la commande en ligne sur mesure, etc. Ça, oui. Disons qu'un problème que je verrais, c'est dans le cas, par exemple, si tu mets des robots pour remplacer les policiers qui poursuivent des voleurs et qui sont armés. À un moment donné, dans le feu de l'action, il peut arriver que le policier tire sur le bandit parce qu'il veut le neutraliser. Et il juge, je le tue pour le neutraliser, donc je tire sur la gâchette. Mais il pourrait aussi arriver que le policier se dise, même si on attrape le type vivant, il va être relâché par les juges, donc je décide moi-même de rétablir la peine de mort et je tire sur la gâchette. Effectivement, si je mets un robot à la place du policier, je ne pourrais lui dire qu'une chose, tu tires sur la gâchette ou pas. Et là, effectivement, l'intention... Tu pourras lui dire où tirer, hein. Ah oui. Avec la technologie actuelle, il peut utiliser des caméras, des systèmes de vision pour ce sera peut-être même plus tiré, alors tant mieux. Mais donc je veux dire... Il sera tellement je plus veux peut-être dire- l'anéantir. Je veux dire, quand on est en éthique, on distingue la matérialité, l'objet de l'acte, de l'intention, des circonstances, hein, et qu'il faut pouvoir gérer. Et là, parfois, effectivement, mais l'homme est faillible, hein, comme on dit, mais il fait pour un mieux. Bon. Et donc, quand on est au robot, on est uniquement l'objet de l'acte et de la matérialité. Maintenant, effectivement, on peut essayer d'affiner la matérialité. Hein, mais je prends l'exemple dans le cours d'éthique, même, effectivement, tu dis, même l'homme, il peut dire, je veux tuer la personne, mais je vais viser plus bas que son cœur, parce que je sais que quand il va voir que je prends mon fusil, il va avoir la tendance à se plaquer par terre, et donc là j'ai des chances de le toucher. Donc, donc ça veut dire, si le voleur sait ça, ben voilà, mais donc, c'est le robot, on ne pourra jouer que sur la matérialité de l'acte. Mais avec l'être humain, il y a tout qui se joue, mais il n'a pas toujours des intentions très droites, hein, et la finalité de son action, elle n'est pas toujours très bonne non plus. Donc, quelle est son intention? Donc, là, effectivement, avec le robot, c'est une machine, et on a un programme sur une machine, et ça, peut-être, oui, c'est une des questions qui est là. Hein. Mais je me demande si c'est une question qui est... Excuse-moi. J'ai pas l'impression que les demandes qui sont posées, enfin, le carnet de commandes de Citius inclut des robots qui soient à ce degré-là d'interrogation éthique. Je pense. Non, je crois pas. Non, Pour hein, je l'instant, crois en tout qu'on cas. n'en est pas encore là. Non, et puis de toute façon, on parlait de sécurité, tout ça. Il y a de toute façon une analyse de risque qui est faite. Ça fait partie du dossier de construction de chaque machine et qui est faite avec le client et en concertation. Donc c'est vrai qu'on essaye de mettre cette robotique, cette intelligence, de la dimensionner avec les personnes compétentes
C'est ça, parce que moi je trouve que si on pose la question à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire alors ensemble, hein, vous technologiquement et nous, on va dire, si on divise de façon simplifiée les tâches comme ça, pour enrichir la discussion et enrichir les aspects critiques, pour éviter qu'un robot qui a potentiellement la possibilité de tuer ne le fasse ou qu'une voiture n'aille emboutir des personnes. On est à un niveau de réflexion qui me semble déjà c'est trop tard, parce que je prends un exemple. Aux États-Unis, on utilise des algorithmes qui permettent d'aider des juges à prendre des décisions sur des cas criminels, et notamment pour des procédures de relax, quoi, en fait, pour des détenus. Et on se base évidemment sur une quantité monumentale de données judiciaires, mais qui ont démontré qu'en fait, elles reproduisaient les biais de la justice réelle, et notamment le racisme, et qu'on avait davantage de chances, en étant noir, d'être soumis à une peine d'incarcération plus lourde que si on était blanc. Donc on voit qu'à ce niveau-là, les biais, on peut raffiner l'algorithme encore plus, ils existeront toujours. Mais la vraie question, me semble-t-il, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qui pousse un juge, finalement, parce qu'il est matraqué de travail, parce qu'il est sous-financé et parce qu'il a un rythme de travail effréné, à devoir se doter de manière aveugle et de manière finalement déresponsabilisante d'un outil numérique comme celui-là. Et là, c'est une responsabilité politique. C'est dans quelles conditions on a placé ce juge pour qu'à un moment donné, il n'ait plus comme ultime recours qu'à s'adresser à une machine et en lui faisant quelque part entièrement confiance, évidemment avec les risques que ça comporte. Donc en matière de robotique industrielle, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion en amont, à savoir quelle est encore la latitude aujourd'hui qu'on a de négocier avec le pouvoir et les potentialités d'une machine aujourd'hui. Est-ce qu'on est libre vraiment de décider de ne pas aller jusqu'à telle fonctionnalité, ou parce que c'est préférable de les garder, ne serait-ce que parce que derrière il y a des compétences qui sont encore exercées, ou des choses comme ça, quoi. Enfin, je crois qu'il y a la notion qui est intermédiaire entre ne rien robotiser et tout robotiser, qui est la notion d'aide à la décision. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante. C'est comme cette histoire de robot collaboratif. Le but, c'est d'aider l'homme. C'est pas de décider à ça. Laurent l'a dit, l'homme doit rester maître de toute cette technologie-là d'une manière ou d'une autre. Même si on a un robot qui se trouve dans une chaîne de production, l'être humain doit rester maître de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Je veux dire, il doit quand même vérifier que les portes sont quand même bien assemblées à la fin, pour ne pas se retrouver avec une voiture bizarre. Tu vois, même si la tâche est bête. Et ici, ce que tu racontes avec le juge, c'est une hérésie, qu'on mette ce mec là sur le bûcher. Moi, ça me fait penser aux discussions sur les droits de l'homme à une certaine époque. Je sais bien, mais tu sais, on les mobilisait. Il peut pas faire ça. Il peut pas. Oui, mais je comprends qu'il ait plein de boulot, qu'il ait peut-être déjà en fait un préavis quelque part de cette machine. Pourquoi pas, mais que ça ne l'empêche surtout pas de rejeter un coup d'œil lui-même pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Mais ici, je pense que c'est pas une incapacité, je veux dire une maladresse ou même de la malveillance de la part du juge, c'est que la situation structurelle dans laquelle il est placé l'empêche tout simplement d'avoir le temps, l'espace suffisant pour pouvoir exercer son droit de regard et son regard critique. Donc moi, ça me faisait penser à ces discussions sur les droits de l'homme à une certaine époque où effectivement tout le monde est d'accord pour avoir plus de liberté et garantir davantage de droits, mais dans les faits, les gens n'arrivent pas à manger et sont exploités par par leurs employeurs. Ça leur fait une belle jambe de parler de liberté d'expression quand on n'arrive pas à se payer de la culture, quoi. Et donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans un débat comme ça où effectivement on se dit c'est important que les gens puissent exercer leur regard critique sur les machines, que celles-ci prennent en compte effectivement cette dimension, mais dans les faits les gens sont acculés à devoir utiliser de la même façon qu'on est acculé à devoir utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui, en acceptant évidemment les conditions générales parce qu'on y est forcé.
Je veux dire, si je ne le fais pas, je n'y ai pas accès. Et donc il y a la dimension de gratuité, on pourrait revenir là-dessus, mais qui est complètement faussée. C'est absolument pas gratuit. Je veux dire, les services que j'ai sur Internet, du moment où je consens, et c'est pas un consentement au sens plein, je le fais parce que Pas le choix. Parce que j'ai pas le choix. Et c'est cette question-là qui est éminemment politique, c'est de dire comment on peut faire pour redonner, alors on parlait de capacitation, comment on peut faire pour redonner localement comme ça la possibilité à des personnes de reprendre un petit peu en main leur contexte professionnel ou personnel. La réponse, c'est pas la pluralité. Oui, c'est ça, c'est la pluralité. Non, mais effectivement, ça fait partie de... je pense que ça peut faire partie de l'équation. C'est d'avoir davantage de diversité de points de vue. Mais bon, voilà, ça reste quelque chose d'un peu L'idée abstrait. dans la décision, c'est dire, par exemple, comme l'échec, il voit à l'avant, on pourrait dire, on demande à la machine de donner au juge de toute façon 3 solutions. Alors, je ne sais pas comment, d'instruire, de faire tout ce qui est pénible dans l'instruction. Et puis, la décision, il doit pousser sur un des 3 boutons. Et il est responsable du bouton sur lequel il a poussé. Mais peut-être qu'il y a des tas de choses qu'il aurait dû faire lentement. Il y a une chose importante, surtout dans cette situation-ci avec le jugement, c'est quels sont les critères, qu'il y ait 1, 2 ou 10 solutions qui soient présentées sur la table, c'est quels critères ont été utilisés pour prendre cette décision-là. En règle générale, les algorithmes de maintenant, qui exploitent surtout beaucoup de données, l'information est tellement enfouie qu'on ne sait même pas en fait sur ce qui a été vraiment exploité pour prendre cette décision-là. Et parfois ça se joue à un petit cheveu, quoi. Mais ça pour les décisions humaines aussi, pour les juges humains, quels sont ces critères? Ça dépend de sa jeunesse, ça dépend... Alors il a une formation juridique, mais ça on peut donner les critères de la formation juridique. Mais un être humain a aussi ses critères. Bien sûr. Et donc, mais c'est vrai que le problème, à partir du moment où on robotise, on perd la pluralité, parce qu'effectivement, ça veut dire que tous les juges prennent les mêmes critères. Maintenant, on peut dire qu'il y a, comme dans l'enseignement, on dit tant mieux que tout le monde ne fait pas les mêmes méthodes pédagogiques parce que les élèves sont variés. Si on remplaçait les enseignants par un robot idéal, il n'y aurait plus qu'une manière d'enseigner et on perd dans la pluralité parce que les étudiants sont pluriels et donc c'est bien qu'il y ait une pluralité des méthodes. Effectivement, si on automatise tout, on perd cette pluralité. Moi, je dirais qu'on la maintient parce qu'il serait toujours possible comme c'est un projet, d'envoyer un avatar d'étudiant dans le net pour collecter l'information dont il a besoin. Donc, un algorithme serait mis en œuvre pour que l'étudiant cherchant une information sur une matière envoie son double numérique pour collecter toute cette information. Il aurait encore la tâche de vérifier, de séquencer, de hiérarchiser cette information. Et donc on aurait une pluralité d'informations intéressantes. Et pour le prof, ça pourrait être aussi très intéressant de pouvoir avoir ce genre d'échange. Mais il n'en reste pas à moins que ce qui irait chercher l'algorithme, en fait, serait des informations plutôt standardisées ou normées ou consensuelles. Et la chance d'avoir une hypothèse géniale dans toute cette masse d'informations, quelque chose qui puisse être vraiment devient extrêmement mince. Donc ce qui me fait penser, c'est que la réalité aujourd'hui, elle a été aseptisée, un petit peu uniformisée, et c'est la raison pour laquelle on pense les machines si intelligentes. Mais dans un environnement riche, diversifié et puis surtout imprédictible, une machine démontre rapidement ses limites, et je pense que le fait de simplement prendre ce gobelet et de le porter à la bouche, on a un exemple quand on essaye de reproduire les mouvements en robotique. C'est j'imagine, extrêmement compliqué de faire une chose comme ça, et c'est beaucoup plus simple Et donc c'est cet aspect surprenant et imprédictible qui est pour moi une des marques de l'intelligence, et qui fait qu'aujourd'hui j'ai peur que ce soit notre monde qui ait été un petit peu tu vois ce que je veux dire, abaissé à des tâches standardisées, si tous les étudiants et tous les profs passent par le même Google, il y a quelque part et qui nous dit que Trump n'a pas été et alors ça veut dire payer Google pour que on ait une mauvaise info. Tu ne donnes plus dans un certain nombre de décisions, mais c'est là qu'il faut voir si par
ne peut pas avoir de décision dans COB, etc. Mais sinon, effectivement, tu donnes le pouvoir uniquement aux gens qui ont un esprit de programmation, qui te programment tout, et les gens qui ont plus de créativité ou de côté artistique, ils n'ont plus beaucoup de place. À moins qu'on ait gardé ces activités-là qui peuvent se décliner éventuellement sous la forme de loisir, mais le loisir peut être aussi d'être passionné par la science et par les inventions. Hein. Le loisir peut être d'inventer des nouvelles choses. Et un programmeur doit être aussi créatif. Pardon ? Un programmeur peut être aussi créatif, justement. Oui, mais il est créatif, mais c'est une créativité qui est quand même souvent de type binaire. Ça demande une certaine tournure d'esprit. C'est pas tout le monde qui peut programmer. Et les gens, et même quand on programme, ben, on est celui qui est en même temps artiste. Ben, quand il programme, il y a sa manière de mettre les peintures ensemble quand il peint, ça ne rejoue pas dans l'acte de programmer. C'est quand même très fort, c'est dire le programmeur, c'est quelqu'un qui effectivement a l'esprit un peu très systématique et dans ce sens-là totalisant en disant j'essaye d'envisager toutes les possibilités, de faire des algorithmes, de tout réduire à des oui et des non, à des choses binaires parce qu'il faut bien. Ça, c'est une autre façon de faire que de résoudre les choses de manière plus intuitive. Mais c'est une belle question, ça. C'est comment la divergence et la rupture peut-elle naître d'un processus qui est un processus statistique, donc qui vise la convergence. Et si on prend la théorie des grands nombres, voilà, il y a un immobilisme à un moment donné, puisqu'il y a une limite supérieure auquel on est confronté. Et donc forcément, c'est basé sur le commun, quoi, sur ce qu'on met en commun, sur ce qui est commun à tous, sur ce qui est statistiquement prouvé, quantifié, etc. Comment de ça peut naître effectivement des nouveaux réflexes, des nouvelles logiques, des nouvelles questions qui enrichissent ce pourquoi on fait des robots et ce pourquoi on les développe. Parce que je pensais aussi le robot de cuisine, le robot qui cuisinerait, je dirais, ce qui serait dommage, c'est que à tous les coups, on a exactement la même chose. Tandis que quand c'est un humain qui cuisine, parfois qu'il le veuille ou non, il a mis un peu plus ou un peu moins de sel, un peu plus ou un peu moins de lait. Et donc, on n'a pas tout à fait la même chose. Maintenant, on peut toujours dire, eh bien, je vais, dans le processus du robot, à un moment donné, mettre une fonction aléatoire pour faire que ce ne soit pas la même chose que les fois d'avant. Pour éviter que je mange toujours exactement le même pain. Mais il faut alors accepter, mais à partir du moment où on commence à introduire de l'aléatoire, alors là, effectivement, sur la garantie de qualité, on est moins bon. Mais si on dit que dans le fait de la cuisine, un des aspects de la qualité, quand je vais dans un restaurant, c'est qu'il y a une certaine variété. Que le bon chef de cuisine, c'est pas celui qui fait exactement la même chose tous les jours, c'est celui qui parfois fait un peu mieux, parfois un peu moins bien, et qui y met un peu de lui-même. Ça, c'est peut-être plus difficile à robotiser. Et il y a peut-être des tâches qu'il faut continuer. Déjà, tout ce qui est tâches artistiques. Alors justement, tout ce qui est tâches artistiques, c'est évident que ça, on ne va pas faire par des robots, puisque la personne s'exprime. Maintenant, il y a des gens, effectivement, tout l'artisan, c'était ça. À la fois, il fait quelque chose d'utile, et en même temps, il le fait comme une tâche artistique. Ça se fait déjà, mais... La discussion a un peu migré de la question de la robotique vers celle de l'intelligence artificielle. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que la discussion, il y a eu 2 points moi qui ont attiré mon attention. C'est la réflexion autour de la question des logiciels décisionnels en droit et la question des robots et de l'art. Alors, dans le edit qui va paraître, on a un bâtonnier qui vient nous parler de droit justement et des logiciels décisionnels. Et ils sont déjà très bien implémentés, et ça marche très bien, ils sont largement utilisés. Et son idée, c'est que, puisque la majorité du travail juridique, c'est de l'écriture et de la contrainte, eh bien, ces 2 dimensions-là, elles peuvent être largement prises en compte, largement effectuées de manière automatisée. La décision juridique, dans une vision positive du droit,
c'est l'application de la norme aux La faits et c'est un raisonnement logistique qui peut être reproduit et donc on peut vous pondre des jugements automatisés pour autant que alors et donc il dit finalement 80% du travail va être fait par des machines, ça marche déjà, c'est déjà en route, ça pose plein de questions. Sa vision positive des choses, c'est de dire un peu comme Laurent le disait, du coup ça libère du temps pour des choses spécifiquement humaines, c'est-à-dire le juge, au lieu de s'occuper du droit, maintenant il va s'occuper du sentiment de justice. C'est pas tout d'avoir rendu la justice, et il faut encore que les gens soient apaisés après. Et il y a du travail pour ça, et donc il va rentrer dans quelque chose d'assez différent. Mais alors c'était étonnant qu'un spécialiste, enfin, tu sais que j'aime pas que je dise spécialiste, mais enfin, comment dire, un jeune homme particulièrement versé en robotique me disent avec enthousiasme que j'ai réagi. Mais il ne doit pas faire ça, ça perd l'hypopète. on doit rester les patrons. Parce qu'il y a un caractère profondément humain dans la décision du juge. Et à ce niveau-là, je trouve que la machine peut aider, mais ne doit pas être le preneur de décision finale. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Maintenant, lorsque j'ai développé des algos qui pouvaient dire si oui ou non la personne était atteinte de syndrome respiratoire du sommeil, ça, j'avais pas de problème. Parce qu'en fait, le chiffre, c'était un chiffre graduel. Tu vas me dire, la peine de prison, c'est aussi relativement graduel. Hein. Mais ici... Ton exemple est excellent. Hein, c'est un exemple graduel et de toute façon, le médecin par après revenait et prenait cette décision. Est-ce que, admettons que le seuil de décision pour prendre en charge un patient qui est atteint de syndrome d'apnée du sommeil, c'est 30 apnées par heure pendant sa nuit. S'il en fait 28, c'est la décision du médecin de le mettre ou pas. Hein. Oui. De le traiter ou pas. Je veux dire, c'est pas la machine a rendu un chiffre, la machine est capable de dire, le médecin est capable d'aller voir toutes les informations que la machine a exploitées pour aller marquer tous ces événements et calculer ces chiffres, mais ça reste. Donc la machine était même capable de dire, vous avez 28, non, c'est syndrome modéré et vous n'avez pas droit à votre traitement, point barre. Le médecin vous dira, dormez sur le côté ou faites autre chose. Mais c'est le médecin, c'est l'humain qui prend la décision finale par rapport à l'humain. C'est-à-dire le médecin va prendre cette décision sur base des chiffres pour dire quoi faire avec son patient. Et alors tu peux aussi dire... Et je trouve que la justice, c'est pareil. Il n'y a pas que Voilà. Il y a un problème. Ça ne résout pas mon problème parce que par rapport à la question, voilà, si je reprends du syndrome respiratoire, du moment, et je pense qu'on pourrait élargir la séquence de temps, où on a commencé à ne définir un état, ici en l'occurrence ce syndrome-là, que par une composante physiologique et donc quantifiable, et que en gros, être malade ou être atteint ou non, c'est d'avoir atteint un certain seuil quantifiable. Évidemment, à ce moment-là, une machine, et a fortiori un ordinateur, est beaucoup plus compétent pour, je vais dire, qualifier ce dont on a affaire. Mais moi, ma question, c'est, imaginons même que le médecin reprenne la main et mette en doute finalement le traitement, etc. Sur quel argument il pourrait encore se baser du moment qu'on a en amont défini la problématique uniquement à partir de données... L'imperfection même de la machine. Donc il pourrait mettre en cause en fait l'outil sur lequel... Sur base de ce qu'il a entendu de la bouche même du patient, donc les plaintes du patient, du test qu'il effectue auprès de ce patient, test physiologique, des résultats des tests physiologiques, il a cette possibilité de re-rentrer dans toutes ces données et de réviser ce que la machine a raconté. Mais parce qu'il l'envisage à partir d'une problématique plus globale de la maladie. Disons que ce traitement, ce n'est pas tout. Dans son cas, il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et qui font que... Donc la diversité, elle est là, la pluralité, elle est là. C'est que lui, il a encore la possibilité de faire valoir un autre point de vue, une autre facette de son métier, son expérience, ses propres compétences par rapport à à quoi la machine a été designée.
Ma crainte, c'est que ces espaces de liberté dans lesquels on puisse faire valoir un autre point de vue pour relativiser la performance de la machine, et donc pouvoir toujours garder une responsabilité dans le choix et la décision, eh bien ces espaces-là, ils diminuent de plus en plus. Et que, comme aux États-Unis dans le cadre de l'aide à la décision juridique, à un moment donné, ça devienne cadenassé, normé, et que vous devez passer quelque part par la machine. À la limite, c'est même une procédure de déresponsabilisation de l'institution en disant, puisque c'est passé par la machine, on a un élément clair, objectif et factuel pour protéger la responsabilité des acteurs et notamment des... Mais moi, oui. Je pense qu'il faut tenir compte. Le débat ne sera jamais noir ou blanc à ce niveau-là, c'est très difficile parce qu'il faut tenir compte de ce sur quoi l'algorithme est basé. Je veux dire, dans le cas d'un jugement, si on prend une infraction d'un chauffeur qui a grillé le feu rouge, il est clairement établi dans la loi que cette infraction donne lieu à une peine de temps ou une amende de temps. À ce moment-là, je pense que si c'est le cas ainsi, je pense que c'est très facile de prendre une décision à ce moment-là. Si par exemple on prend le cas de M. Seny où la décision que rend la machine est basée sur des statistiques, basées sur des capteurs, ça peut donner une foulée d'informations, mais ce n'est pas non plus une science exacte où il est décrit quelque part que si on voit apparaître ce genre de mouvement-là, on est d'office dans un cas où le patient fait des apnées et doit être traité. Mais il faut vraiment tenir compte, je pense, la base sur laquelle on programme un algorithme. Si on peut programmer la chose sur base de quelque chose qui est déjà très clair à la base, c'est d'autant plus facile. Si ce n'est pas le cas, alors il faut garder en tête que ça peut être une aide à la décision, oui, mais que ce ne sera pas une décision obligatoirement correcte. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça donne une réponse normale, au sens littéral. C'est-à-dire que ça va donner une norme, donc c'est-à-dire une tolérance dans laquelle les résultats peuvent être présentés. C'est-à-dire que par rapport à cette maladie-là, on est clairement à 90% par exemple dans le cas de ce syndrome-là, et qu'il peut y avoir encore quelques... Et donc on est toujours face à ce qui est normal et quelque part et qui ne l'est pas, et c'est pas la machine à pouvoir résoudre cette situation-là, dans le sens qu'est-ce qu'on fait du moment qu'on a repéré que quelque chose était normal. Par exemple, si j'ai une DP, je peux prendre par exemple des informations génétiques sur un fœtus avant d'être implanté dans l'utérus. Je peux lui faire des examens pour élaborer, pour examiner s'il a différentes pathologies. Mais donc, on va me donner aussi un résultat en disant il y a de grandes chances effectivement qu'il ait la trisomie ou qu'il ait un strabisme, qu'il louche. Mais je suis encore tout seul et je suis bien démuni par rapport à cette décision, entre guillemets, cette aide à la décision, parce que comment moi je vais me positionner face à la normalité? Est-ce que pour moi un strabisme, quelqu'un qui va loucher, ça va être un handicap et donc je ne vais pas réimplanter le fœtus et voilà, et la trisomie de la même façon, et donc là il y a aussi une gradation au niveau de la perception de ce qui est normal ou non. En fait, la machine te met devant le nez ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, d'un point de vue statistique, un point de vue arithmétique à la limite, et puis tu as toujours ce difficile travail de sagesse pratique et décisionnelle pour te dire qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi. Et j'ai peur que dans notre société, justement, les aspects d'anormalité ou les aspects ou les comportements qui iraient contre la norme soient de plus en plus marginalisés et décrédibilisés, quoi. Et donc, ça aura pour effet de toujours finalement accepter ce que la marge de tolérance, si tu veux, que donne la machine, ou disons le résultat normal que donne la machine. On sera toujours tenté devant un résultat comme celui-là de dire puisque la machine le dit et qu'effectivement il y a un risque potentiel élevé, je ne souhaite pas le prendre. Et on pourrait même imaginer un système assurantiel, d'assurance qui l'oblige en disant vous n'avez pas pris toutes les sécurités nécessaires au moment, puisque vous aviez eu l'aide d'une informatique, nous derrière on n'assure plus alors votre risque, puisque vous avez délibérément pris une décision à l'encontre de ce que statistiquement une machine vous aurait présenté comme cas. Et
Et j'ai l'impression qu'on est un peu à ce niveau-là au point mort, puisque la machine, c'est pas vraiment une aide à la décision, c'est... Désolé, j'allais. Ouais. Dans ce sens-là, ça me pose question. Ça pose question. On appelle ça une aide à la décision. On arrive tout doucement au bout. Je voudrais pour conclure juste une question, si Thierry a encore un peu de patience et les deux étudiants, mais ça tient en deux mots. Pour vous, le robot de demain, il ressemble à quoi? Quel est le robot de vos rêves pour à objectif 10 ans? D'abord les étudiants, comme ça Thierry réfléchit. C'est-à-dire quelles sont ces perspectives, quels seront les enjeux à développer, et aussi quels seront les métiers de la robotique qui vont se développer, à votre avis, dans les 5 à 10 ans. Plutôt pour toi, c'est la question des métiers, peut-être. Moi, le robot qui sera dans 10 ans, je voudrais que ce soit celui que j'ai envie de voir en face de moi, tout simplement. Que je reste maître de choisir le robot et de le faire sur mesure, d'avoir un robot qui me convienne, mais je reste au centre quand même du... Tu veux dire que le marché, ce serait que chacun puisse et son... comment dire, une plus grande... puisse déterminer son propre robot. Oui, que le robot réponde aux besoins, aide l'homme, et que ce soit toujours l'homme qui choisisse ce qu'il confie au robot. Et voilà, c'est l'esclavagisme sans état d'âme par rapport au robot. Mais moi je suis ravi, hein. Ça fait des années que je me fais disputer dans toutes les réunions en disant que je suis pour le retour de l'esclavage, mais pour l'esclavage des motos, des robots. Là que j'ai trouvé deux complices, quoi. Donc je vois du petit lait. Oui, donc peut-être un robot. Il a toutes les formes, le robot. Il a toutes les formes d'entreprise. Je veux dire, quels sont les enjeux? Parce que dans la discussion qu'on a eue, on a imaginé ça a balayé très large. C'est intéressant de se dire, tiens, concrètement maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le pipeline? Qu'est-ce qui va nous arriver dans les années? Ou qu'est-ce qu'on espère voir arriver dans les années qui viennent? Et ce qui transparaît dans ce que tu dis, c'est un robot qui répond davantage encore aux besoins de la société et qui est probablement aussi plus évolutif et plus configurable. C'est un peu ça qui transparaît dans ce que tu dis. Oui, et puis bon, il y a toujours les contraintes politiques, économiques, mondiales, etc. qui sont là aussi, donc il faut voir un peu comment tirer les avantages du robot à tous les niveaux, quoi. Ici, moi, c'est celui de tes rêves, hein, donc tout va bien, quoi. Tu vois, si tout se passe bien. C'est trop vaste comme question. C'est pas évident comme question. On se revoit au verre. Surtout à froid, il prend à froid tout d'un coup. Avec quelques verres de vin, peut-être qu'on trouvera. C'est ça. Oui. Mais c'est aussi la question, est-ce que de nouveaux métiers vont intégrer tu vois, est-ce que le monde de la robotique va avoir besoin de nouvelles compétences, de métiers dont on n'a pas encore déterminé le nom, tu vois. Je pense que ça va toujours de pair. Hein. Vas-y, comment est-ce que toi tu vois les choses? Est-ce que ça y est, c'est parti, toi. Donc moi, pour moi, la robotique, c'est toujours d'aller vers une aide, une automation, et à réduire les tâches qui nous ennuient en quelque sorte. Je veux dire, ça, c'est ma vision des choses. Si je peux avoir un robot chez moi, je lui demanderais bien de faire mon ménage, ma vaisselle, et toutes ces choses-là, ça me ferait gagner du temps pour moi-même aussi. Donc moi, c'est l'idée que je me fais de la robotique. En tout cas, le domaine de la maison, ça peut être pareil, peut-être dans les industries. Je veux dire, aider les travailleurs, améliorer la production, rendre les choses meilleures. Donc voilà, j'ai oublié où je voulais en venir du coup. Je ne sais plus, c'est pas grave. Moi, dans mon idéal, ce serait déjà un robot unique, donc pas une multitude de robots qui auraient chacun leur tâche spécifique. Ce serait vraiment un robot qui soit capable qu'on puisse adapter. Donc ça revient un peu à ce que vous disiez au niveau de la configurabilité, de faire en sorte qu'un robot puisse être adapté en fonction de la situation. Par exemple, disons, là, j'ai un robot, je veux lui faire la vaisselle. Je peux le programmer pour lui faire la vaisselle. Mais à tout faire, quoi. Le retour de l'homme à tout faire. Mais à la base, il n'était peut-être pas forcément prévu, il n'était pas forcément programmé pour faire la vaisselle. C'est moi qui ai pris la décision je veux qu'il puisse remplir cette tâche-là à partir de maintenant.
Et dans un autre aspect, plus tard, imaginons que d'abord je vis dans un appartement, puis je vis dans une maison, j'ai un jardin, maintenant je veux qu'il puisse être capable de tourner la pelouse. Mais ce que tu dis est très intéressant parce qu'en fait, ce que tu mets en avant, c'est peut-être qu'une démarche de progrès, c'est l'ergonomie. Je veux dire, quand j'étais gamin, j'étais le seul de l'école chez qui il y avait un ordinateur, quoi. Et quand il fallait utiliser un traitement de texte, il fallait s'y mettre. Maintenant, c'est extrêmement simple, quoi. Mon fils va sur Internet tout seul à 5 ans, etc., etc. Mais on peut imaginer que l'avenir de la robotique, c'est ça, des robots où l'ergonomie va être extraordinaire et n'importe qui pourra plus facilement dialoguer, interagir, reprogrammer le robot, qu'il se connecte lui-même, etc. C'est peut-être vers ça qu'on va, vers un robot encore beaucoup plus intégré. Je ne sais pas ce qu'en pense le... Je ne le vois pas demain, moi, celui-là. Pas demain, mais disons 15, 20 ans. Alors il existe déjà, c'est l'humain, quoi. Oui. Donc ça, c'est une question. On peut dire qu'on a un robot organique, hein, mais... J'avais vu des exemples mais c'est nouveau, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas véritablement un robot, mais c'est couplé évidemment à un organisme automatisé. C'est l'idée de se définir un cahier des charges, par exemple, pour le dessin d'un châssis, par exemple, d'un véhicule, et de donner les contraintes qu'on veut. Et l'algorithme, lui, va chercher toutes les informations les plus pertinentes pour répondre à ce cahier des charges. Voire même, on peut doter un prototype d'un capteur pour voir comment, dans toutes les situations, il réagirait. Donc, utiliser ces données, les réintégrer pour pouvoir permettre à un logiciel de dessin par ordinateur de définir le châssis, entre guillemets, idéal, quoi. Ouais. Et après, évidemment, tout ça est couplé à la phase de production et à des robots qui le réaliseraient, quoi. Donc, on aurait une chaîne complète de l'hypothèse et de l'imagination du projet jusqu'à la réalisation concrète. Mais là, on n'a pas affaire à un seul organisme, on a affaire à toute une chaîne de compétences qui sont... Mais en fait, c'est un peu ce sur quoi je travaille en ce moment, finalement. Pour ceux qui ne savent pas, je suis chercheur ici au CRIG et mon projet de recherche, c'est de développer un algorithme d'optimisation qui, justement, on va simplement lui donner comme information d'entrée les contraintes qu'il doit pouvoir respecter, les efforts auxquels il sera soumis, et l'algorithme va devoir trouver la pièce optimale qui répondra à tous ces critères. Donc, ici, pour des pièces mécaniques. Donc, moi, ça ne me paraît pas impossible de pouvoir, qu'à l'avenir, dans les 5-10 prochaines années, que ce soit quelque chose qui soit systématique dans les bureaux d'études ou dans les usines. Ça ne me paraît pas impossible non plus, parce que quand on réfléchit, quand même, il y a des choses communes entre tondre le gazon et faire la vaisselle. L'être humain, si on regarde les choses uniquement mécaniquement, il fait des gestes. Et donc, si on dit, on prend toutes les actions, tous les gestes que l'être humain est en train de faire, on met tout ça dans une seule machine. Je sais que c'est plus difficile à faire qu'à dire, hein. À partir du moment où tous les gestes sont disponibles, ce sont les séquences qui changent. Éventuellement, il faudra introduire un nouveau logiciel dans le robot, mais un jour, on arrivera à ce qu'il est multilogiciel. Et donc, on simule les gestes, et c'est seulement la séquence et la répétitivité de certains gestes qui intervient plus dans la tonte de gazon que dans la vaisselle. Mais, mécaniquement, on peut simuler l'humain, hein. Et c'est ça que je me dis aussi, c'est que ce n'est pas tout à fait impossible d'avoir finalement un robot qu'on puisse le programmer facilement et faire plein de choses différentes, totalement différentes. Quand je vois par exemple simplement un Arduino ou un Raspberry Pi, ce sont des petits modules qui finalement forment le cerveau du robot et qu'on sait reprogrammer très facilement avec quelques lignes de code et un petit peu de compréhension de l'électronique de base et la programmation. En quelques lignes de code, on peut reprogrammer un Raspberry pour qu'il fasse une activité totalement différente de ce qu'il était en train de faire avant. L'assistant personnel, c'est vrai qu'on le rattache à toutes ces tâches que l'homme fait. Dans l'industrie, c'est clair que le robot, il doit parfois être très petit, parfois il doit être très grand. Et
Parfois, il doit agir dans des environnements qui sont complètement impraticables pour l'homme. Oui, Et là, il peut adopter toutes les formes aussi. Oui, et on peut aussi imaginer que ça fonctionne par essaim de robot, par exemple. On peut imaginer Aussi. l'intelligence partagée par essaim de robot. Oui. Mais c'est sûr qu'il y aura Et là, toujours il a toutes les formes. Hein. des tâches spécifiques pour lesquelles il faudra designer un robot en particulier. Mais il y a toujours les tâches. C'est finalement les tâches les plus répétitives sont parfois aussi les plus pénibles. Et donc dans des tâches répétitives, on peut alors imaginer un robot universel qui puisse. On en vient un peu sur des familles de robots. Hein. Il y a un peu le robot assistant personnel, le robot transport, le robot industriel, le robot mobile. C'est un peu des familles de robots qui. Mais je pense aussi que c'est comme ça parce que faire le robot universel, si on attend qu'il soit au point, on attendra tellement longtemps. On a besoin des robots déjà. Donc on est déjà content d'avoir des robots bien dédicacés pour ça permet aussi d'ailleurs que ce ne sont pas tous les gens qui construisent, que tout le monde peut faire quelque chose. Hein. Si on attend, parfois le mieux est l'ennemi du bien. Si on attendait le robot universel pour commencer à travailler avec des robots, ce serait un peu dommage. Mais d'un autre côté, qu'on dise on essaye de tendre vers ça, je trouve ça pas mal. Parce que l'idée c'est, si je t'ai bien compris, c'est plus un robot potentiellement universel, c'est-à-dire qui ait la possibilité d'évoluer vers n'importe quel type de demande à partir de la même infrastructure logique. Il y aurait un noyau de base qui soit